Alors merci à tous d'être venus, malgré les tempêtes et la pluie. Cette semaine, je vais vous parler donc de l'implication de ces éléments transposables, ces éléments mobiles dont on a parlé déjà beaucoup au cours du développement. Et cette semaine, ça sera leur impact sur les maladies, leur impact mutationnel et épimutationnel. Et vous allez voir, je vais naviguer entre les deux au cours de cette heure et demie. Et tout de suite, je vais vous dire qu'en fait, j'avais l'ambition au départ de couvrir toute une partie de ce cours sur le cancer, et je me suis rendu compte que c'était trop. Donc, je vais en parler un petit peu la semaine prochaine. Alors, je reprends un tout petit peu le contenu de la semaine dernière. Donc, on a parlé de la dynamique d'expression de ces éléments transposables qui doivent, pour la plupart du temps, rester sages et silencieux. Ils sont contrôlés de manière assez efficace par le hôte, mais néanmoins, il y a des fenêtres de temps pendant lesquelles ils peuvent être réactivés, réexprimés et éventuellement remobilisés pour ceux qui sont encore mobiles. Donc, ces étapes sont juste après la fécondation dans le zygote, et on a parlé de cette phase-là. Aussi dans le blastocyste, qui est l'étape juste avant l'implantation de l'embryon, surtout dans les cellules de la masse interne qui forment aussi les cellules souches embryonnaires dont on a parlé. Et puis ensuite, dans la lignée germinale, qui se forme peu après l'implantation, en tout cas chez la souris, là aussi, il y a une phase où certains éléments transposables peuvent être réactivés et ils sont tout de suite mis en silence via différentes stratégies. Et puis, dans la lignée germinale, effectivement, il y a des phases où certains éléments peuvent apparaître. Et c'est quelque chose qui est important dans un certain sens pour un peu inoculer l'organisme, pour bien contrôler les éléments qui sont présents. Mais aussi, cette éventuelle mobilité dans la lignée germinale permet une intégration, une diversité génétique qu'on peut retrouver ensuite dans une population. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact ou des fenêtres de temps dans lesquelles ces éléments transposables peuvent être exprimés au cours de la vie adulte dans les cellules somatiques, et l'impact que ça peut avoir qui peut être bénéfique peut-être, mais qui peut aussi conduire à des maladies. Donc ici, vous voyez une manière très schématique de montrer qu'effectivement, les éléments transposables sont exprimés et actifs, vous allez le voir, surtout dans le cerveau. C'est quelque chose qui a été réalisé il y a une dizaine d'années, qu'il y a beaucoup plus de mobilité et d'expression de certains éléments transposables dans le cerveau par rapport à d'autres tissus. Mais vous allez voir, c'est au cours du développement et dans les cellules progénitrices qu'on peut voir ces possibilités d'expression de ces éléments. Et donc, les questions que je vais aborder, mais qui sont toujours des questions vraiment d'actualité, c'est cette activité de ces éléments et cette mobilité éventuelle a lieu tout au long de la vie. Quel est le lien avec le vieillissement en réponse à des stress, et bien sûr, quel est l'impact pour des maladies. Donc, je reprends le cours de la semaine dernière, juste pour vous rappeler qu'effectivement, il y a différents éléments transposables exprimés au cours de l'embryogenèse précoce. Ici, vous voyez les embryons à 2, 4, 8 cellules, etc. Et ici, c'est pour vous montrer les familles d'éléments. Différents éléments sont activés à différents moments de l'embryogenèse. Donc ça, c'était quelque chose qui était assez surprenant. Et la question demeure, est-ce que c'est une cause ou conséquence des changements chromatiniens qui ont lieu au cours du développement? Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est que cette expression de ces éléments transposables conduit parfois à des transcrits chimériques, des ARN non codants, qui peuvent jouer un rôle, il semblerait, spécifiquement, par exemple, dans la pluripotence. Donc, je vous ai présenté, dans le cas chez l'humain, cet élément transposable LTR7 ou HER-VH qui
peut être utilisé pour la production de différents types de transcrits, comme je l'ai dit, mais aussi des ARN no-codantes qui semblent être impliqués dans la pluripotence, même si ça reste une question encore à creuser fonctionnellement. Mais ce qui est important de retenir, c'est que ces éléments qui sont très bien réprimés ailleurs, à ces étapes critiques du développement sont activées par les facteurs de transcription qui sont impliqués dans la pluripotence, comme OCT4, NANOG, etc. Donc, l'idée, c'est que peut-être ils jouent un rôle dans cette phase. Ils ne sont pas juste là comme une conséquence, mais c'est quelque chose qui est en recherche active. Et l'autre exemple que je vous avais montré tout à la fin de mon cours, c'est que chez l'humain, il y a l'induction de certains éléments, des rétrotransposants, comme les éléments HERV-K, qui peuvent même produire donc, des particules semblables à des virus, donc des virus-like particles, comme on l'a dit. Ici, vous voyez en microscopie électronique, dans le cytoplasme des cellules de l'embryon humain, on voit ces particules qui ressemblent beaucoup à des virus. Et alors, la grande question, à quoi ça sert? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est utile? Et l'idée qui a été proposée, c'est que peut-être cette activation très spécifique à ces stades-là, et encore une fois, c'est via des facteurs de transcription endogènes comme OCT4 qui sont impliqués dans la pluripotence, peut-être ces éléments sont activés à ce moment-là justement pour déclencher une réaction antivirale, des mécanismes antiviraux dans l'embryon pour le protéger, pour le mieux protéger contre d'autres attaques viraux. Et là, il peut s'agir des attaques exogènes. Donc, peut-être les protéines de ces particules, de ces virus-like particles, sont là pour déclencher une sorte de résistance à d'autres types d'infections virales. Donc voilà, c'est encore de la spéculation, mais je trouve que c'est un très joli exemple de cet dilemme toujours d'expression de ces éléments et leur utilité ou éventuelle causalité dans des défauts. Donc le dernier point que je vais soulever et élaborer un petit peu maintenant, c'est à quel point ces éléments transposables ou ce qui reste de ces éléments, donc les reliquats, les fossiles de ces éléments, toute cette ADN poubelle dont on a beaucoup parlé, sont exploités pour réguler les gènes du hôte de manière naturelle. Donc certains de ces éléments, quand ils sont actifs, comme je viens de le dire, peuvent produire des transcrits qui peuvent avoir des effets à longue distance, mais aussi qui peuvent stimuler l'activité des gènes à côté. Et ceci via ce qu'on appelle les effets enhancers. Donc les enhancers sont des petits modules, des éléments, des séquences d'ADN qui fixent des facteurs de transcription ou de répression et qui sont là pour réguler les gènes à longue distance. Et on pense en tout cas chez les eucaryotes supérieurs et en particulier chez les mammifères, ces enhancers sont absolument critiques pour la régulation correcte au cours du développement, c'est-à-dire tel ou tel gène va être activé à tel ou tel moment et dans tel ou tel lignage. Donc c'est absolument clé pour la mise en place du programme génétique au cours de l'embryogenèse. Et donc là, il a été réalisé il y a quelques années, et je vais en parler beaucoup plus la semaine prochaine, mais qu'à partir des éléments transposables, et en particulier les rétrotransposants chez les mammifères, qui sont arrivés dans le génome et ont été graduellement mutés, on peut se retrouver avec cette région, le LTR dont je vous avais parlé, le Long Terminal Repeat, dans lequel se trouve le promoteur de l'élément avec des sites de fixation de facteurs de transcription. Et en fait, ces éléments peuvent, au cours de l'évolution, être cooptés ou domestiqués justement pour réguler des gènes à côté. À côté, ça peut être quelques paires de bases ou ça peut être à plusieurs centaines de kilobases. Et donc, on voit ici comment, de manière très schématique, comment ça se passe. Il y a un gène avec les restes de cet élément transposable qui devient donc un solo LTR, c'est juste le promoteur et la région autour, mais qui arrive quand même à fixer des facteurs de transcription.
Et avec mutation et sélection, on peut raffiner, enfin au cours de l'évolution, les éléments de fixation sont raffinés pour améliorer la fixation avec des facteurs de transcription qui peuvent avoir un avantage pour le développement des embryons. Et donc ici, on voit qu'effectivement, petit à petit, ces éléments deviennent utilisés pour le programme génétique normal de l'embryon. Et donc ces éléments sont partout et on commence à réaliser que là où se situent ces fameuses enhancers, se situent aussi les sites de liaison de ces facteurs de transcription et très souvent c'est une trace d'un élément transposable. Et ce qui est important, ici je vous montre très schématiquement, c'est que différents types d'éléments peuvent contribuer au programme génétique et développemental de différentes espèces. Donc au cours de l'évolution, différentes familles d'éléments sont utilisées pour développer des spécificités de chaque espèce. Donc la semaine prochaine, je vais vous parler un peu plus de cet aspect, cette évolution des réseaux de régulation grâce en partie à ce type d'éléments ou ces traces d'éléments qui restent. Mais je reviens donc sur la manière que ces éléments sont contrôlés quand ils sont encore à peu près en vie, ou en tout cas ils peuvent encore être actifs. Donc la semaine dernière, on a parlé beaucoup des crab zinc finger. Donc ça, c'est des facteurs de transcription ou des protéines avec ces doigts de zinc qui peuvent se lier de manière très spécifique à certaines familles d'éléments transposables. Et il y a cette évolution et cette course aux armes entre le hôte qui va utiliser ces crab zinc fingers pour réprimer ces éléments qui arrivent ou qui sont en expansion à différents moments de l'évolution. Et donc, ces crab zinc fingers ont la capacité de recruter Cap1 ou TRIM28, cette protéine qui est capable, elle, de recruter toute une machinerie de répression. Donc, on sait que dans les cellules OS et au cours du développement très précoce, cette complexe recrute des facteurs qui peuvent méthyler les histones, surtout la lysine 9-3K9, qui peut recruter ensuite des facteurs comme HP1, la protéine d'hétérochromatine 1, et aussi peuvent recruter les méthyltransférases de novo pour méthyler les régions régulatrices de ces éléments. Donc la réalisation, c'est que ces protéines et Cap1 qui se lie avec ces protéines peuvent avoir des partenaires différents. Donc il y a une énorme complexité qui peut arriver à partir de ces modules qui au départ semblaient assez simples. Mais effectivement, on peut se retrouver avec un crab zinc finger de tel ou tel type qui va recruter Cap1 et qui va recruter différents mélanges de facteurs de répression pour mieux figer l'état inactif en fonction de la région. Et alors très récemment, Didier Troneau, un chercheur qui depuis des années maintenant essaie de comprendre comment ces facteurs évoluent et leur site de liaison, a fait un crible pour identifier différents types de protéines crab zinc finger qui se lient à différents éléments transposables. Il a réalisé qu'ils sont importants non seulement au cours du développement précoce, mais même dans les cellules adultes. Alors ça, c'était un petit peu une surprise. Les chercheurs étaient focalisés surtout sur le développement précoce parce qu'on pensait que quand ces éléments sont actifs, c'est là, au cours de l'embryogenèse précoce, où il faut les réprimer. Mais en fait, il a réalisé que même dans les tissus adultes, même dans les cellules adultes, on arrive à voir une importance pour ces crab zinc finger et Cap1 et les complexes répressifs qui sont recrutés. Donc, voilà, comme je viens de dire, les crab zinc fingers peuvent contrôler les éléments transposables au cours du développement. Des facteurs spécifiques vont aller chercher des éléments transposables spécifiques. Et puis, c'est aussi dans les cellules somatiques qu'on retrouve ce type de recrutement et l'importance, parce que quand on délète soit la protéine crab zinc finger, soit Cap1, on voit qu'il y a une réactivation de certaines familles d'éléments transposables
et un impact sur les gènes autour. Et donc ça vient en lien avec ce que je venais de vous présenter juste avant, c'est qu'effectivement, ces éléments transposables, qui ne sont pas forcément encore mobiles, mais qui sont présents et peuvent être activés et réprimés, peuvent influencer l'activité transcriptionnelle en cis des gènes autour. Et ici, dans le cas présent, Didier Troneau a montré qu'effectivement, quand on délète soit les finger proteins, soit Cap1, on voit un impact sur les gènes autour, même dans les tissus adultes. Alors, voilà, tout ça pour vous dire qu'effectivement, ces éléments transposables et les protéines qui s'associent sont réellement des éléments contrôleurs géniques que McClintock avait proposés. Alors, pourquoi c'est une surprise que les crab zinc fingers sont quand même impliqués chez l'adulte? C'est parce qu'en fait, quand on les délète ces éléments, on réalise que, en fait, on perd les modifications des histones, mais la méthylation de l'ADN ne semble pas si importante. Donc c'est très intéressant parce que c'est comme s'il y a au moins deux manières de réprimer ces éléments. Au cours de l'embryogenèse précoce, en tout cas dans certains types cellulaires, le recrutement de Cap1 amène la machinerie de méthylation pour effectivement figer un état inactif. Mais dans certains tissus adultes, dans des cellules somatiques qui sont sensibles donc à la perte de Cap1, on voit qu'effectivement on réactive les éléments et les gènes autour grâce à la perte de H3K9 triméthyle. Donc quand on enlève le crab zinc finger et on enlève Cap1, on perd cette modification et on voit que les gènes se réactivent. Donc Didier Troneau a proposé qu'effectivement peut-être la présence de ces éléments autour est important pour établir des domaines de répression de ces gènes, et c'est beaucoup plus, on va dire, plastique ou réversible qu'on imaginait. On n'a pas forcément la méthylation de l'ADN qui est là pour figer l'état complètement. On peut réverser plus facilement parce que les modifications des histones et les facteurs qui sont associés, comme je l'ai déjà décrit dans mes cours précédents, est beaucoup plus facilement réversible que la méthylation d'ADN, en tout cas dans la plupart des cas dans les cellules somatiques. Donc voilà, comment ces modules peuvent avoir éventuellement un rôle de répression conditionnelle au cours du développement des régions autour. Donc voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Donc, je voulais quand même vous montrer un petit peu de quoi il s'agit, parce que je vais revenir sur ce point un peu plus tard, quand je vais vous parler un peu plus de ce qui se passe dans le cerveau. Donc, une autre étude a été faite où ils ont délété Cap1 TRIM28 dans les cellules progénitrices neuronales. Et il a été vu qu'effectivement, on réactive certains éléments rétrotransposants, et que ces éléments étaient effectivement marqués avec H3K9 triméthyle, mais pas forcément avec la méthylation de l'ADN. Et on a vu qu'effectivement, ça a un impact sur les gènes à côté. Et donc là, ça veut dire qu'effectivement, ces ERV qui sont contrôlés par TRIM28 et les modifications d'histone et HP1 ou d'autres facteurs sont en fait clés pour réprimer ces éléments transposables et peut-être aussi les gènes autour. Et ici, je vous montre simplement qu'est-ce qui se passe quand cette expérience qui était faite in vivo, donc en fait on délète TRIM28 dans le cerveau de ces souris et ensuite on établit on le délète, on sort les cellules neuronales des cerveaux de ces souris et on le délète à ce moment-là. Et on regarde qu'est-ce qui se passe et on voit qu'effectivement, après délétion, on voit une augmentation de l'expression des rétrovirus endogènes, non seulement de l'ARN, mais même de l'ADN. Donc ça veut dire qu'effectivement, cette répression est quand même importante pour certains éléments qui sont, eux, encore aptes à produire des protéines. Donc, ce n'est pas juste une question de silencer les gènes autour, bien sûr. Ces processus sont là pour vraiment réprimer les éléments transposables aussi. Et si vous voyez que dans le contrôle, on ne voit pas du tout de cette protéine qui est associée aux éléments IAP, qui sont les éléments qui sont encore mobiles chez la souris, qui sont très agressifs, alors que quand on enlève TRIM28 dans ces cellules neuronales progénitrices, on voit une très grande augmentation de la protéine. Donc, indiquant qu'effectivement, il y a une réactivation de ces éléments.
Et puis, comme je viens de le dire, effectivement, ces éléments transposables qui sont présents et peuvent être actifs au cours de la neurogenèse ont besoin de TRIM28 pour être réprimés. Et donc, ça a été montré très récemment que aussi chez l'humain, il faut TRIM28 dans les cellules neuronales progénitrices pour réprimer les éléments transposables. Et la même chose, on voit un effet sur les gènes à côté. Quand on enlève TRIM28, on réactive certains éléments et on réactive les gènes à côté aussi. Donc voilà, tout ça pour vous expliquer l'importance encore de ce système de répression qu'on trouve surtout dans les cellules somatiques. Donc, via la reconnaissance des éléments, la séquence des éléments via ces protéines Krabs-Finger et ensuite la machinerie qui vient avec. Donc dans les cellules normales, dans la plupart des cas, comme je l'ai dit, les éléments qui sont encore potentiellement actifs sont réprimés via ce processus. Mais dans certaines situations, effectivement, on peut relâcher ce contrôle épigénétique et se retrouver avec une situation, cette transcription ou même cette activation, mobilité est présente. Et donc on peut se retrouver avec des éléments qui peuvent bouger, qui sont des éléments réellement mobiles, ou on peut aussi se retrouver avec une expression aberrante à partir de ces éléments transposables dans des gènes qui normalement n'ont pas à être exprimés à ce stade-là, ou même la production des ARN non codants ou chimériques aberrants. Et on peut aussi avoir une toxicité, et ça j'en ai pas beaucoup parlé encore, mais en tout cas la surexpression, la réexpression des éléments transposables de manière aberrante génère une toxicité via une quantité d'ARN beaucoup plus importante et mal tolérée, et donc ça peut déclencher aussi des systèmes de secours de la cellule. Donc il y a un point, comme je l'ai dit au début de mon cours, je vais en parler beaucoup plus la semaine prochaine, mais dans le cas du cancer, c'était l'année dernière quand j'ai parlé du cancer à l'épigénétique, je vous avais pas mal parlé des éléments transposables et leur rôle éventuellement. Alors il y a de plus en plus de cas où il est montré qu'effectivement, au cours de la carcinogenèse, on voit un relâchement épigénétique qui conduit à l'activation de ces éléments potentiellement transposables, et on peut avoir une activation oncogénique qui pourrait participer au processus de cancer. Alors c'est toujours difficile avec le cancer de montrer cause et effet, mais en tout cas ce qui est clair c'est qu'il y a, et ça je vais en parler, une oncoexaptation, c'est-à-dire il y a des gènes qui utilisent ces éléments transposables ou leur activité pour s'exprimer de manière anormale ou pour produire des ARN ou des protéines qui peuvent participer au processus du cancer. Donc, j'espère que je vous avais convaincu que ces éléments qui sont très présents peuvent être potentiellement dangereux. Et là, je rentre dans le vif du sujet, à quel point ces éléments peuvent générer des mutations. Et c'est que récemment que les techniques sont possibles pour vraiment mesurer le nombre d'insertions, si ces éléments bougent, le nombre de nouvelles insertions qu'on peut trouver dans une cellule somatique ou dans un individu, c'est-à-dire avec des événements qui ont eu lieu dans la lignée germinale ou dans l'embryogenèse précoce avant que la lignée germinale soit mise en place. Donc, ces estimations sont faites, effectivement. Il y a beaucoup plus de mobilité qu'on imaginait. Donc ici, je vous montre comment ces techniques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'est des approches qui permettent d'identifier les transposants et les amplifier, ou même de séquencer des génomes entiers et les identifier. Donc séquencer des génomes entiers, ça coûte très cher encore. Donc les scientifiques ont différentes astuces pour essayer de capturer ces éléments transposables et voir quelles sont les séquences autour qui sont uniques pour les identifier et voir s'ils sont arrivés ailleurs dans le génome. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, beaucoup d'événements ont été identifiés. Dans les tumeurs, je l'ai déjà décrit l'année dernière,
On peut voir même l'évolution après une réinsertion d'un élément quelque part. Il amène souvent avec lui une partie de la séquence à partir duquel il est venu, du locus où il est venu. Et donc, en fait, on peut suivre même l'évolution d'une tumeur grâce à ce type d'événement. C'est-à-dire, on peut savoir à quel moment et d'où est venue une partie du tumeur grâce à ce type de tracking. Donc, on pense qu'effectivement, la mutagénèse via les transposons peut avoir un impact quand même important, pas massif, mais en tout cas relevant pour les maladies. Et donc ici, je vous montre les estimations. On pense que pour les éléments L1, qui sont, je vous rappelle ça, encore actifs chez l'humain et chez les rongeurs, même s'il n'y en a pas beaucoup qui sont réellement intacts, ils peuvent quand même bouger et ils peuvent surtout activer les séquences ALU, qui sont les transposons non autonomes et qui ont besoin des lines actifs. Et donc pour les lines, on voit qu'il y a des nouvelles insertions dans des individus approximativement tous les 200 naissances. Alors les ALU sont encore plus fréquents. Il y a un nouveau ALU trouvé dans des individus tous les 20 naissances. Et pour le moment, il y a au moins 60 maladies. Je pense que c'est beaucoup plus même maintenant que cette information que j'ai eue. Mais au moins 60 maladies qui sont dues chez l'humain à des insertions d'ALU dans un gène ou autour d'un gène. Et donc ici, voilà, ça c'est un tableau qui résume certaines des maladies qui ont été identifiées. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, dans les cancers, il y a différents types d'insertions qui maintenant sont connus. Et la semaine prochaine, je vais vous décrire un ou deux exemples. Et puis, il y a d'autres maladies aussi. Et je vais vous en parler de une ou deux, en particulier une maladie qui est liée au chromosome X. Et effectivement, ces maladies sont faciles à détecter parce qu'il y a un seul X chez l'homme, donc une mutation du seul allèle, du seul chromosome, peut donner des symptômes tout de suite. Donc, il y a certainement beaucoup plus de ce type d'événements mutagéniques, mais que nous ne connaissons pas encore parce que nous n'avons pas séquencé tous les génomes de tous les individus. En tout cas, il y a des maladies héréditaires qui sont liées à la présence de ce type d'éléments transposables. Et donc voilà, ça c'est l'exemple que je voulais vous citer. Donc c'est une maladie de Parkinson liée à la dystonie, donc X-linked dystonia Parkinsonism, qui se retrouve surtout aux Philippines. Donc c'est héréditaire, donc c'est un allèle qui a été détecté assez souvent, et comme je l'ai dit, c'est lié à l'X, et donc on le voit surtout chez les garçons. Les femmes ne sont pas vraiment touchées parce qu'elles ont deux allèles et parce qu'il y a l'inactivation d'un des deux chromosomes X, donc qui masque la mutation, et on peut avoir la majorité des cellules qui expriment l'allèle non muté. Alors, de quoi il s'agit? La maladie de Parkinson qui arrive très tôt chez ces personnes, chez ces individus, quand ils ont 30 ans à peu près, et qui est liée à une dystonie qui se met en place très rapidement. Donc, c'est une maladie quand même très grave. Et quand les chercheurs ont essayé de définir la région qui contient le gène impliqué, ils ont retrouvé donc cette région-là qui contient plusieurs gènes. Mais le gène qui finalement semble être le plus souvent associé à cette maladie, et ce n'est pas que les cas que je vous montre ici, il y a d'autres allèles aussi, semble être ce gène TAF1 ça veut dire Total Binding Factor 1, donc c'est sans doute une protéine qui est quand même importante pour l'acte de transcription. Peu importe, en tout cas, cette protéine, clairement, elle est mutée. Et alors, la surprise a été de découvrir que la mutation dans ces malades, surtout aux Philippines, est due à l'insertion d'un élément transposable dans un des introns de ce gène. Donc, ce n'est même pas dans la partie exonique, c'est dans un intron. Donc, a priori, cette insertion ne doit pas toucher à la protéine. Mais clairement, c'est perturbant, ça perturbe la fonction de ce gène. Et comment? Alors, ces éléments SVA chez l'humain sont présents que chez les hominides, donc
et c'est un élément composite. Il est fait en partie d'un sine et puis d'alu. Donc en fait, c'est un composite des différentes bouts d'éléments transposables. Souvent, au cours de l'évolution, c'est comme ça qu'ils se créent, ces éléments mobiles. Et ils sont encore actifs chez l'humain. Mais ils utilisent ils sont pas autonomes, ils sont non autonomes, donc ils utilisent les lines actives pour bouger. Et donc là, dans le cas de ces familles qui sont affectées, la présence de cet élément est liée avec une méthylation. Et cette méthylation dans la région intronique semble perturber l'expression du gène. Donc ici, je vous montre simplement comment on détecte cette méthylation en utilisant les enzymes de restriction qui sont sensibles à la méthylation de l'ADN. Donc quand on peut couper l'ADN, ça veut dire que la région n'est pas méthylée. Quand on ne peut pas couper, ça veut dire qu'elle est méthylée. En tout cas, grâce à ça, les chercheurs ont réalisé qu'effectivement, les malades ont très souvent la présence de cet élément et dans un état méthylé. Donc ça, c'est un cas où effectivement, c'est quand même une mutation parce que l'élément est présent, mais c'est que quand il est méthylé qu'il semble avoir cet effet perturbateur sur le gène. Ceci dit, il faut faire attention parce que là aussi, les causes et les effets ne sont pas toujours faciles à définir. Donc, il n'a pas encore été montré fonctionnellement, c'est-à-dire on n'a pas reproduit tous ces événements, le gène intact, ensuite on introduit exactement cet élément et on voit si la méthylation perturbe l'expression. C'est difficile à faire, et bien sûr chez l'humain, mais peut-être maintenant avec les IPS, les cellules IPS, on pourrait modéliser ça. Mais en tout cas, ça semble probablement être une maladie qui est liée à cet événement de méthylation qui perturbe, et on ne sait pas comment, mais qui perturbe l'expression du gène. Donc, est-ce que c'est parce qu'effectivement, il y a un recrutement de ces fameux facteurs zinc finger crab et que ça induit la méthylation de l'hétérochromatine? Même les facteurs qui s'associent à cet élément ne sont pas connus encore. Alors, voici un autre exemple. Et ça, c'est le cas de l'obésité très précoce chez l'enfant, où il a été trouvé que dans certains cas, cet syndrome est lié à la présence d'un ALU, encore une séquence répétée, un élément transposable non autonome mais qui est quand même capable de bouger, qui est encore présent dans l'intron d'un gène, le gène POMC. Et POMC, c'est propyomélanocortin, et c'est une protéine qui joue un rôle très important dans la régulation de la masse du corps. Et donc, même les individus qui sont hétérozygotes pour une mutation dans ce gène, donc une mutation, une délétion, une mutation ponctuelle, même les individus hétérozygotes peuvent montrer cette obésité précoce. Alors, il y a d'autres symptômes qui sont associés. Quand il y a une délétion des deux allèles, une mutation des deux allèles, il y a le diabète et d'autres symptômes. Mais en tout cas, dans certains cas, on voit que même les hétérozygotes montrent cet effet. Donc, l'idée, c'était que peut-être le produit de ce gène était sensible au dosage. Il fallait avoir une double dose pour qu'il y ait un bon fonctionnement. Mais en fait, non. Ce qui a été réalisé, c'est que l'autre allèle, l'allèle sauvage, on va dire, chez ces patients, peut très souvent être, s'il contient cet élément ALU, peut devenir méthylé. Et encore une fois, là, on va avoir une inactivation de l'expression correcte de ces gènes. Alors là où c'est plus intéressant, en tout cas pour moi comme épigénéticienne, c'est qu'ici on voit une variabilité. Dans le cas précédent du gène LIALIX, tous les individus qui ont cet élément SVA sont atteints. Ici, dans ce cas-là, il y a une variabilité. Pas tous les individus qui ont cette mutation, cette insertion, montrent une obésité précoce. Et ce qui est important, c'est que l'état d'expression de ces gènes et l'état de méthylation de cet élément ALU corrèlent avec le poids. Donc, quand l'élément est hyperméthylé, on voit une expression plus faible de ce gène, et c'est là où on voit le plus d'obésité. Alors que quand on a un poids normal, ou quand on regarde quelqu'un qui n'a pas cette mutation,
où les poids sont quasi équivalents, là on voit qu'effectivement il y a une hypométhylation qui corrèle avec la présence de l'expression de ce gène. Alors ce qui est intéressant, c'est que cet ALU n'est pas présent chez tous les individus, et c'est encore un événement qui est arrivé au cours de l'évolution récent et est présent chez les hominides. Ici, vous ne le voyez pas, mais en fait, c'est différentes espèces. Là, c'est le lémur, là, c'est le chimpanzé. Et donc, chez les chimpanzés, on voit la présence de ces éléments ALU, alors que chez les lémurs, on ne les voit pas. Et donc, quand il y a présence de ces éléments, on peut se retrouver avec cette méthylation, et donc on peut se retrouver avec éventuellement une obésité, si l'autre allèle, bien sûr, est délété, muté autrement. Donc voilà, ça c'est un cas on peut appeler ça une épimutation. Ici, je vous montre qu'effectivement, il y a une très grande variabilité dans le degré de méthylation, et donc dans la présence ou absence d'obésité. Alors, ce qui est intéressant de savoir, et nous n'avons pas la réponse encore, c'est pourquoi il y a cette variabilité. Qu'est-ce qui fait que certains individus ont une méthylation de cette région et d'autres pas? Alors, ça nous rappelle peut-être, pour ceux qui ont bien suivi mes cours jusque-là, un autre exemple qui est ce fameux exemple chez la souris de agouti. Donc, agouti est cet allèle, enfin ce gène, et la présence d'un élément transposable en 5' de ce gène conduit à l'expression anormale, à la production anormale de la protéine de ce gène dans certaines cellules. Et donc ça peut conduire à l'obésité et à cette couleur dorée des souris. Et quand cet élément transposable est méthylé, on n'induit pas une expression aberrante de ce gène, et du coup le gène il est exprimé comme il faut, au moment où il faut, au cours du développement, et par exemple dans les cellules qui vont produire le pelage. Donc l'état de méthylation de cet élément corrèle parfaitement avec le degré de ce phénotype, l'obésité et puis la couleur. Et vous voyez ici, comme je l'ai mentionné au premier cours, ces deux individus qui sont identiques génétiquement, mais ils diffèrent dans l'état de méthylation de cet élément transposable. Et cette différence de méthylation conduit à une différence de production de ce gène à côté qui donne cette présence de pelage et d'obésité, ce phénotype qui peut varier. Donc ça c'est important parce qu'il a été montré chez agouti en tout cas, qu'on peut influencer ces états avec la nutrition maternelle. Une mère porteuse ou une mère qui porte des progénitures au cours de leur vie fœtale, si elle est nourrie de telle façon que les substrats qui sont importants pour la méthylation d'ADN sont plus abondants, effectivement, on va voir plus de méthylation et plus de progéniture de cette couleur agouti jaune et qui vont donner des individus obèses avec l'âge. Donc ça veut dire qu'effectivement, on peut influencer le degré de méthylation et du coup le degré de phénotype. Donc on peut se poser si dans d'autres cas, comme le cas précédent que je vous avais montré, est-ce que le degré de méthylation de cet ALU peut être influencé par la nutrition maternelle ou par un autre événement qui peut être aussi la nutrition au cours de l'enfance. Bien sûr, l'obésité est liée à la nutrition au cours de l'enfance, je n'ai pas besoin de vous dire ça, mais là, c'est des cas quand même très extrêmes que je vous ai montrés. Alors, donc je reviens à l'épigénétique. Cette fameuse souris agouti nous rappelle aussi ce qui se passe dans le monde végétal. Ici, je vous montre les fameuses tomates qui ne sont pas capables de mûrir correctement quand il y a la présence de cet élément transposable qui, normalement, quand il est méthylé, peut ou pas induire la méthylation d'une région à côté de ce gène.
Donc quand la méthylation de cet élément n'infecte ou n'envahit pas les séquences promotrices de ce gène, le gène il est exprimé correctement et on voit la tomate qui peut développer normalement, mourir normalement. Alors que dans un cas où il peut méthyler le gène, là on voit ces tomates jaunes. Ce qui est important, c'est que cet état est métastable. Elle peut varier. Donc, dans des individus, donc des tomates issues de ce type d'allèle, on peut se retrouver avec des secteurs où effectivement il y a eu une expression correcte et donc une maturation normale, alors qu'ailleurs, dans le fruit, il n'y a pas. Donc ça vous montre qu'effectivement ces éléments transposables peuvent influencer plus ou moins l'état méthylé et donc l'expression d'un gène à côté et générer donc des situations de ce qu'on appelle variégation. Et ce parallèle, bien sûr, peut être fait dans ce que je viens de vous montrer, peut-être pour agouti. Ceci dit, chez l'humain, c'est très difficile. Et là, je vous montre, ici, en fait, il ne s'agit pas d'une définition d'épiallèle humain lié à des transposons, mais même si les chercheurs n'avaient pas regardé précisément si ces épiallèles étaient associés à des transposons ou les traces de transposons. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'études qui tentent à voir si on peut trouver des différences de méthylation dans des gènes partout dans le génome humain, par exemple entre le côlon et entre le méthylome du côlon et le méthylome des cellules sanguines. Et donc voir à quel point il y a une corrélation ou une discorrélation dans l'état de méthylation de certains gènes qui ne sont pas forcément des gènes qui sont exprimés normalement, bien sûr, dans ces tissus. Et donc, en fait, il y a eu plusieurs publications qui suggèrent qu'il y a des états métastables chez l'humain. Par exemple, ici, il suggère même qu'il y a des gènes liés au Parkinson et au syndrome bipolaire qui peuvent montrer ces états de méthylation plus ou moins importants. Et donc, on peut même spéculer, ils le font, que peut-être c'est important justement pour des individus pour l'apparence ou pas de certaines maladies. C'est de la spéculation pure et je voulais quand même souligner le fait que chez l'humain, c'est extrêmement difficile de décortiquer ce qui est variation génétique, variation dans la séquence de l'ADN et variation épigénétique. Et donc là, il n'a même pas été regardé parce qu'à l'époque, les techniques n'existaient pas. Là, c'était fait avec des puces pour regarder le méthylome. En fait, ce qu'il faut faire pour faire la manip correctement, c'est du séquençage entier du génome, même dans les cellules ou les tissus spécifiques, pour voir qu'effectivement, pour une même région génétiquement identique, on voit des états de méthylation différentiels. Et bien sûr, entre deux individus, on peut avoir énormément de différences. Donc tout ça pour dire que chez l'humain, c'est encore très très tôt pour savoir réellement à quel point on a ce type d'épiallèle métastable qui existe. Donc ici, bon, c'était juste pour vous résumer un tout petit peu les différents types de phénotypes qui peuvent venir avec ces éléments transposables, qui peuvent insérer, muter ou générer des nouveaux phénotypes, et donc on peut trouver dans des populations. Je voulais souligner ici les papillons de nuit qui peuvent avoir une couleur plus ou moins sombre. Je vais en parler la semaine prochaine, mais juste pour vous montrer qu'effectivement, on peut avoir une sélection naturelle, une adaptation dans des zones industrialisées où, effectivement, pour mieux se protéger, une couleur un peu différente peut être utile. Et en fait, on voit effectivement que l'allèle qui est sélectionné, c'est un allèle qui a été causé par un élément transposable qui est venu s'insérer dans l'intrant du gène qui est responsable de la coloration. Et puis un dernier exemple ici chez les végétaux, dont je ne vais pas vous parler, mais là il s'agit vraiment d'un apiallèle où on a dans les, je ne sais pas comment dire ça en français, oil palm, j'aurais dû, voilà, oil palm, où c'est très important pour les pays en Indonésie et ailleurs. En fait, on voit qu'il y a, c'est clonal, hein, ces populations sont clonales, ces plantes sont clonales, et on voit qu'effectivement, on a des populations de plus en plus importantes qui sont dégénérées parce qu'il y a un élément transposable qui d'habitude est silencieux, donc
permet une production normale de la protéine, mais avec la déméthylation de les clones, on arrive à avoir une perturbation de l'expression. Je ne vais pas vous dire plus parce qu'en fait, vous allez avoir un séminaire la semaine prochaine de la personne qui a découvert ce phénomène et qui a un intérêt, je dirais, agroéconomique très important dans certains pays du monde. Donc, je reviens maintenant à... Là, c'était surtout qu'est-ce qui se passe au cours de... Enfin, pour les insertions qui sont héréditaires, où on a une mutation qui peut se retrouver dans des familles, dans des individus de manière héréditaire, qui n'est pas létale, mais qui peut conduire quand même à des maladies ou des phénotypes. Ici, je vous montre une diapositive que j'avais montrée lors du premier cours, que au cours des divisions cellulaires, on peut trouver des évidences pour des nouvelles insertions de certains éléments transposables ou de la réexpression des éléments dans les cellules somatiques qui peut générer une variation énorme dans la population de cellules. Alors, quelle est l'importance ou la fréquence de tout ça? Ici, je vous montre une image qui a été prise d'une revue de Rusty Gage. Bon, je vous ai déjà dit qu'effectivement, on peut avoir une activité des éléments comme les lines, même dans l'embryon précoce, et donc ça peut conduire à une réinsertion, à l'intégration dans les blastocystes et même dans la lignée germinale. Mais en fait, ce qui est en train d'être réalisé, c'est qu'il y a énormément d'activités, comme je l'ai dit au départ, dans le cerveau. Et donc, ces insertions, ces nouvelles intégrations dans le cerveau, quelles peuvent être leurs conséquences? Et surtout, dans une région du cerveau, dans l'hippocampe, il a été proposé que dans le gyrus denté, je pense on dit, il y a une activité ou des insertions plus importantes. Et donc, cette région du cerveau est très importante. Et si vous avez suivi les cours de Alain Prochian, vous connaissez déjà pas mal l'importance de cette zone, parce que c'est ici qu'on peut continuer éventuellement à produire les neurones, avoir de la neurogénèse même chez les adultes, donc au cours de la vie. Donc cette activité qui vient, et là c'est vraiment une histoire en cours que je vais vous raconter, cette activité, ces nouvelles intégrations qu'on arrive à détecter, à quel point ils sont présents au cours de la vie normale, influencés par des effets hormonaux ou épigénétiques qui peuvent, eux, être influencés par l'environnement. Donc je vais vous parler un tout petit peu de ce type d'événements et les conséquences à différents niveaux chez les mammifères et chez l'humain. Donc voilà, je voulais commencer juste pour vous montrer le premier papier qui a décrit ce type de mobilisation des éléments. Et là, on va parler des lines surtout, qui sont, comme je vous l'ai dit, déjà encore actifs chez la souris, chez l'humain. Alors, le groupe de Rusty Gage et Alison Mootry en particulier a développé un système pour pouvoir suivre la mobilisation des éléments L1 au cours de la vie et dans le cerveau en particulier. Et comment ils ont fait ça? Donc c'est un peu compliqué comme diapositive, mais vous allez me croire qu'en fait, ils utilisent un transgène, une construction qui code pour une protéine fluorescente et qui est dans un contexte line, c'est-à-dire c'est un élément line, on va dire artificiel, mais qui peut être activé dans un contexte où les lines sont réactivées. Et donc en fait, d'habitude, quand cette transgène est présent, il est interrompu par un intron et en fait, on n'arrive pas à produire la protéine correctement, sauf s'il y a mobilisation. Donc c'est que quand il y a eu mobilisation et réintégration, réinsertion de cet élément artificiel ailleurs dans le génome, où la protéine fluorescente, GFP, peut être produite et visualisée. Donc en fait, de manière très simple, ça veut dire que la protéine fluorescente verte, on la voit que quand il y a eu une mobilisation de cet élément. Donc c'est une manière de suivre le moment de mobilisation des éléments line et la fréquence, et bien sûr le lieu.
Et donc ici, ces souris transgéniques qui ont cet élément L1, on va dire artificiel, fluorescent, dans différentes parties du cerveau, les chercheurs ont regardé et ils ont trouvé qu'effectivement, on arrive à voir ces cellules vertes un peu partout, mais en particulier dans l'hippocampe, qui est montré ici. Et en fait, ils ont vu que non seulement ils détectent ces cellules vertes, mais quand ils détectent la protéine orphan qui est issue de l'activation d'éléments line, ils voient qu'effectivement, il y a des cellules qui sont positives pour la protéine produite par L1. Donc ça indique effectivement non seulement cet élément-là, il a été réactivé, mais que peut-être d'autres éléments pourraient être actifs dans cette partie du cerveau. Donc voilà, pour résumer, avec cette astuce en prenant, et il s'agissait en fait d'un élément line humain, ils ont regardé comment cet élément pouvait bouger in vivo. Et ils ont spéculé que peut-être cette activation très fréquente finalement de ces éléments line pourrait avoir une importance pour les fonctions. Donc en fait, ils ont déjà commencé à parler des éventuels rôles de cette réactivation comme quelque chose qui pourrait contribuer au développement normal des neurones. Donc comment cette réactivation a lieu? Donc ça c'est aussi quelque chose qui n'est pas tout à fait compris, mais les mêmes chercheurs ont publié un autre papier où ils ont montré que très certainement il y a des éléments, des complexes de répression bien sûr, il y a la présence de la méthylation de l'ADN et H3K9 triméthyle avant l'activation de ces lines, mais en fait remplacé par un complexe qui a un activateur transcriptionnel, TCF, LEF, qui peut réactiver ces lines. Et ils ont aussi découvert qu'il y a une protéine MSCP2 qui normalement est présent ou qui peut se lier à la méthylation de l'ADN, qui pourrait aussi jouer un rôle. Et donc en fait l'idée c'est qu'au cours de la neurogénèse, à partir d'une cellule souche neuronale où là, en fait, ces éléments sont bien figés dans un état inactif via H3K9 triméthyle, la méthylation de l'ADN et MSCP2, dans les cellules progénitrices, il y a la possibilité de perdre cette mémoire inactive et de se réexprimer. Et donc, ils ont vu qu'effectivement, la présence du facteur SOX2 est liée à un état non actif, c'est-à-dire l'absence, les cellules SOX2 positives sont montrées ici, en fait, et on voit que en fait, les cellules SOX2 ne sont pas positives pour la présence de cette réactivation des éléments. Donc, en présence de SOX2 et MSCP2, on n'a pas de réactivation. Et dans les cellules progénitrices et ensuite dans les neurones matures, on peut voir une réactivation. Et la suite de cette réactivation, et la prédiction, c'est qu'il y a des insertions un peu partout ailleurs dans le génome. Et donc ici, je vous montre simplement, pour montrer que MSCP2 est important, ils ont pris les cerveaux des souris qui ont été délétés pour MSCP2 en utilisant le même GFP pour montrer la réactivation. Vous voyez qu'en absence de MSCP2, il y a une mobilisation massive de ces éléments line. Donc tout ça a beaucoup fait rêver. Les chercheurs ont commencé à vouloir savoir quelle est vraiment la fréquence de ces événements. Et donc, un papier a été publié en 2015, et puis un autre en 2012, et un autre en 2011, où les chercheurs ont essayé d'estimer le nombre d'insertions dans le cerveau. Et donc, dans ce papier en 2015, par exemple, ils ont estimé une telle fréquence d'insertion, plusieurs événements par cellule, qu'ils ont proposé ou extrapolé la proposition qui a été déjà faite dans le papier de Rusty Gage, que peut-être ces événements sont importants pour la régulation génique, parce qu'en fait, ce qui a été fait dans le précédent papier et puis ici aussi, c'est de voir à quel point finalement on voit que ces éléments arrivent dans certaines régions particulières. Et il a été remarqué qu'effectivement, les éléments ont tendance à s'insérer
près ou à l'intérieur des gènes qui sont actifs dans le cerveau. Donc, est-ce que finalement leur arrivée est liée avec la possibilité d'exprimer ce gène d'une manière ou d'une autre? Ça semble un peu dangereux comme manière de fonctionner, mais pourquoi pas, peut-être il y avait quand même un ciblage. Donc en fait, le défi était de vraiment voir quelle était la fréquence et aussi à quel point on retrouvait toujours au même endroit ces éléments répétés qui se réinsèrent. Et alors là, c'était un défi très important, donc plusieurs groupes ont pris. Donc en prenant des neurones simples, individuels, et en les séquençant avec les astuces pour capturer les lines, et estimer combien de nouvelles insertions ils avaient par simple neurone. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, à partir des cerveaux humains, post-mortem, ils ont pris des noyaux de cellules individuelles qu'ils ont pu trier, et ensuite ils ont amplifié tous les éléments line et les séquences adjacentes pour séquencer. Et par exemple, dans ce papier-là, ils ont trouvé effectivement une nouvelle insertion près d'un gène qui est important dans le développement cortical. Donc en fait, ils ont même pu identifier d'où venait cette line. Là, on ne parle pas du tout des gènes rapporteurs. Là, il s'agit des lines innées que nous avons en nous. Et en fait, il s'agit d'un line qui est présent ici sur le chromosome 13, je pense, non 8. Et en fait, ce line, il est encore actif et il s'est inséré ici sur le chromosome 15 à côté de ce gène. Donc, c'est des événements qui existent, mais comme je disais, quelle est la fréquence? Et alors, là où, dans ce papier-là, ils estimaient qu'ils avaient presque 14 nouvelles insertions par cellule, et surtout dans l'hippocampe, là où effectivement Motry et al. Avaient montré qu'il y avait plus de ces cellules vertes. Alors, dans cette autre étude, ils ont trouvé beaucoup moins. Ils ont trouvé qu'il y avait pas plus que 0,2 événements par cellule, donc c'était 50 fois moins. Donc, alors que dans ce papier, ils ont proposé qu'effectivement, vu la fréquence de ces événements, ils doivent avoir un rôle dans le développement normal ou dans le cerveau normal. Alors que si c'est moins qu'un événement par cellule, on peut se poser la question et dire que non, peut-être c'est juste pas un accident, mais c'est quelque chose qui arrive dans le cerveau, mais pas forcément avec un rôle et parfois avec des séquelles. Donc, en tout cas, je pense que la conclusion, et donc il y a un papier qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui essaie de résoudre ces différences, parce que pourquoi dans les mêmes types d'échantillons, les deux ou plusieurs groupes ont trouvé des différences, c'est probablement lié aux techniques, qui sont quand même très très difficiles à mettre en place pour vraiment mesurer le nombre d'événements et les identifier. Il y avait pas mal d'artefacts et dans la manière de purifier ces éléments et dans la bioinformatique, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. En tout cas, tout ça pour dire qu'effectivement, les insertions ne sont pas ubiquitaires comme il a été proposé dans ce papier, mais néanmoins, ils sont quand même très fréquents. Et même si on est très, très conservateur, ça veut dire qu'il y a quand même une insertion tous les 300 cellules dans un cerveau. Donc, ça veut dire plus que 100 millions d'insertions dans chacun de nos cerveaux. Donc, c'est quand même assez fréquent. Alors là, je voulais vous montrer où va le domaine avec ce type d'outil. En fait, les gens maintenant peuvent même, et là c'est un papier qui est sorti il n'y a vraiment pas longtemps, on peut tracer les lignages au cours du développement grâce maintenant au séquençage de ces simples cellules, ces simples neurones, et en identifiant les éléments line et les nouveaux éléments line qui apparaissent, qui peuvent souvent, comme je l'ai dit, ils peuvent apporter avec eux des séquences. Et donc, il y a des toutes petites séquences répétées qui peuvent varier dans le nombre de copies. Et donc, en fait, on peut ainsi distinguer les éléments line qui arrivent à tel ou tel moment parce qu'elles sont un tout petit peu différentes. Elles ont des polymorphismes. Donc, ça veut dire que pour chaque line, chaque insertion qu'on retrouve dans une partie du cerveau, on peut essayer de retracer son historique et voir à quel moment il est arrivé. S'il est arrivé très tôt au cours du développement, on va le trouver bien sûr dans beaucoup de
cellules, alors que si on le trouve très très tard, ça veut dire qu'il est arrivé à un moment beaucoup plus tardif. Et on peut même utiliser cette information pour comprendre les lignages au cours du développement du cerveau. Donc ça, c'est quelque chose, je trouve, assez incroyable, et je pense que ça va permettre aux chercheurs de mieux comprendre, effectivement, la variabilité dans le développement du cerveau, et aussi les événements de ce type et leur fréquence au cours du développement et chez l'adulte. Alors, un autre point que je voulais quand même soulever, c'est que là, je vous avais parlé des lines qui s'insèrent ailleurs, mais il y a aussi, tout récemment, ça a été montré qu'on peut aussi avoir des événements d'instabilité, enfin des délétions ou des variants de séquences qui ne sont pas dus à une réinsertion d'une line, mais dus à, par exemple, la présence d'une délétion qui est due à la présence de la protéine line endonucléase, mais qui va reconnaître des petites traces des lines qui sont présentes partout dans le génome et qui peuvent en fait aller couper et donc générer des microdélétions. Donc ça, c'était une surprise qui est venue avec cette analyse extrêmement étendue. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, le cerveau humain est vraiment une mosaïque de plusieurs génomes. Chaque cellule a un petit peu son propre génome. Donc contrairement à ce que je vous avais dit tout au début de mes cours, qu'on a un génome et plusieurs épigénomes, je pense que là, on est en train de réaliser qu'en tout cas dans le cerveau, il y a plusieurs génomes dans chaque individu. Bien sûr, ce n'est pas forcément des différences énormes, mais je pense que c'est important de savoir qu'effectivement, dans une situation normale, on peut se retrouver avec des insertions des lines, ce qu'on appelle des slaves, donc c'est ces délétions ou ces remaniements qui sont dus à des séquences lines. Et donc, en fait, on peut trouver ce type d'événement un peu partout, mais en particulier et très souvent près des gènes qui peuvent avoir des rôles dans le développement du cerveau ou dans l'activité neuronale. Alors là encore, c'est peut-être la découverte de ce type d'événements souvent liés aux gènes qui sont exprimés dans le cerveau. Peut-être c'est parce que justement l'expression de ces gènes conduit à une ouverture de la chromatine qui permet plus facilement d'être attaquée par les endonucléases qui permettent la rétrotransposition. Bon, ça, c'est encore des spéculations. Et voilà, je voulais quand même mentionner ce dernier papier avant que je revienne sur le sujet du coup, mais on réalise maintenant qu'effectivement, non seulement les lines induisent des changements dans le génome, mais il y a beaucoup de gènes dans le cerveau qui sont associés à des remaniements, et là, on ne voit pas forcément un lien avec les lines. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a peut-être pas d'autres traces d'éléments transposables qui sont impliqués, mais en tout cas, dans ce papier qui est sorti il y a juste un an, il a été découvert que c'est les gènes les plus longs qui sont exprimés dans le cerveau, qui sont très fréquemment associés avec ce type d'événements de remaniement, et ça pourrait même conduire à la production de protéines aberrantes. Alors, pourquoi c'est si fréquent? Mais en fait, on réalise qu'il y a un niveau de cassure du double-bras dans les cellules souches progénitrices, ou c'est les cellules neuronales progénitrices. On ne sait pas pourquoi, mais il y a quand même un niveau important. Et on ne sait pas en fait si c'est lié à certains stress, donc ça peut être plus important dans certaines conditions que d'autres, mais en tout cas, c'est certainement ces cassures du double-bras qui permettent le remaniement du génome encore plus important. Et bien sûr, quand ce type de remaniement a lieu dans une cellule qui peut ensuite continuer à proliférer, comme c'est le cas dans les cellules souches, ça peut conduire à des maladies. Donc, pour résumer, je viens de vous montrer qu'effectivement, les éléments line sont actifs dans le cerveau et peuvent bouger et peuvent aussi conduire à des remaniements. Ça a été aussi montré chez la drosophile et chez la souris, donc ce n'est pas quelque chose qui est spécifique aux mammifères. Alors, les questions, à quoi ça sert, si ça sert à quelque chose, et quels peuvent être, donc, quel est l'impact. Donc, d'une part, ça peut générer, bien sûr, une plus grande diversité dans les phénotypes qui sont liés
à l'expression génique et ces gènes qui sont actifs dans le cerveau, en particulier dans l'hippocampe. Donc ça peut être lié à des fonctions de comportement ou de mémoire, réaction au stress. Donc ça, c'est quelque chose qui fascine actuellement le monde scientifique et le public. Bien sûr aussi, ces événements peuvent générer à des situations des maladies et les dommages qui sont induits par ce type d'éléments transposables qui bougent peuvent conduire effectivement à une mort cellulaire ou une détresse cellulaire. Et donc, et l'autre point que j'ai soulevé tout à l'heure, c'est qu'une réactivation de ces éléments à certains stades ou peut-être dans certaines conditions peut augmenter aussi la quantité d'ARN et de cDNA produits par ces éléments transposables, et ça aussi peut avoir des effets très toxiques. Donc, est-ce qu'il y a des maladies qui sont associées à cette mobilité ? Alors, il y a un papier qui a été publié il n'y a pas très longtemps qui a associé cette une augmentation de mobilité des éléments line et la schizophrénie. Donc, ils ont regardé dans des individus schizophrènes et des contrôles de la famille et aussi en utilisant des systèmes d'IPS et des modèles murins pour voir s'ils voyaient une expression plus ou moins importante des protéines liées au line et aussi des événements. Les effets sont quand même assez limités, il faut le dire. Les cohortes sont quand même petits et ça fait partie de la nature de la chose. Quand on travaille avec l'humain, c'est toujours difficile d'avoir suffisamment de matériel. Mais en tout cas, les conclusions de cette étude étaient qu'effectivement, on a une augmentation des insertions line et des facteurs associés avec les lines dans des malades et dans des modèles de maladies de schizophrénie, des modèles murins qui ont été utilisés. Et ceci semble être lié avec les processus d'inflammation qui peuvent parfois précéder chez les schizophrènes l'apparence des symptômes psychotiques, etc. Donc, les chercheurs essaient de voir si effectivement cette augmentation d'activité des lines pourrait contribuer à la susceptibilité ou la pathologie de la maladie, ou peut-être, et j'avoue que moi j'ai tendance, si on regarde bien la littérature, de peut-être c'est juste une conséquence, qu'effectivement on sait que dans certains cas, l'exposition virale peut augmenter le taux d'apparence des symptômes schizophréniques et que peut-être cette inflammation peut donner lieu à des changements épigénétiques qui peuvent conduire à une surexpression des lines. Alors ça veut dire qu'effectivement, peut-être après, il peut avoir un impact de cette mobilité. En tout cas, voilà, ça c'est un exemple où il y a éventuellement un lien entre une maladie mentale et puis l'expression de ces lines. Alors, l'autre point que je voulais soulever, parce que ça a fait beaucoup de bruit à l'époque, en tout cas, l'équipe de Rusty Gage, qui avait démontré cette activité importante des lines dans le cerveau, a publié un papier qui a montré que l'exercice augmente l'activité des lines dans le cerveau. Donc, toujours en utilisant leur système de gènes fluorescents, line fluorescent, qui permet de suivre la mobilité de cet élément, ils ont vu qu'effectivement les souris ou les rats, je pense que c'était les rats dans ce cas-là, non, c'était des souris, qui sont exposés à plus d'exercices, et là c'était volontaire, c'était même pas forcé. Quand ils ont la possibilité de faire plus d'exercices, ils ont beaucoup plus, 3 fois plus, de cellules GFP positives quand ils ont couru que quand ils n'ont pas couru. Donc, effectivement, ça veut dire que peut-être l'exercice peut augmenter la mobilité de ces éléments dans le cerveau. Et en particulier, dans les cellules progénitrices neuronales, on peut peut-être avoir plus de chances d'avoir ce type de mobilisation des éléments. Donc, du coup, c'est cette idée que peut-être l'expérience des individus peut influencer le degré de variabilité dans le génome qu'on peut trouver dans le cerveau. Et peut-être ça pourrait avoir un rôle
encore une fois, je pense que ça reste très spéculatif. Mais là, je voulais vous montrer un autre type de papier. Il y a beaucoup d'études maintenant qui sont très concentrées sur un autre type d'exposition à l'environnement. Là, il s'agit du stress aigu. Et là, c'était chez les rats, où les chercheurs ont regardé quel est l'impact d'un stress aigu dans le cerveau sur la modification que je vous avais dit est liée avec l'inactivation, la répression de ces éléments transposables. Et donc, ils ont utilisé un système d'activation de stress rapide, donc moins de... c'est le acute restraint stress, donc contrainte de ces animaux. Et ils ont regardé à différents moments quel est le degré de ces modifications dans le cerveau en faisant une immunofluorescence, une immunohistochimie, pour voir est-ce qu'il y a une augmentation de cette marque répressive et comment ça corrèle avec l'expression de différents éléments transposables que vous ne voyez pas ici, mais ici il s'agit des B2, donc les signes, les lines, les IAP, différents éléments. Et ils ont regardé dans différentes parties du cerveau, dans l'hippocampe, dans le cortex, dans le cérébellum, et aussi dans le muscle, le cœur et le foie. Et donc ce qu'ils ont vu, c'est qu'effectivement, dans l'hippocampe, ils voient une augmentation très rapide et assez importante de cette modification. Et cette modification reste présente pour au moins 24 heures. Mais en fait, s'ils continuent à stresser les animaux, en fait, cette augmentation ne revient pas. C'est-à-dire, elle augmente, elle descend, mais au bout d'un moment, elle ne revient pas. Et au bout de 3 semaines de ce type d'exposition, on ne voit plus du tout cette réaction. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une sorte d'adaptation? On ne peut pas savoir. Et en tout cas, ça montre qu'effectivement, l'hippocampe est particulièrement sensible à ce type de stress. Et c'est aussi la partie du cerveau qui contient les niveaux les plus importants des récepteurs glucocorticoïdes, qui sont liés effectivement à ce type de réaction suite à un stress. Donc, quel est le lien éventuellement avec les éléments transposables? Effectivement, ils ont vu qu'il y avait un effet de répression de la plupart des éléments transposables qu'ils ont regardés, mais pas pour les lines. Donc, il y a les B2, donc les signes, les IAP sont affectés, mais quand ils ont regardé les lines, il n'y a quasiment pas un effet. Donc, d'autres types de rétrotransposants sont affectés éventuellement par cette modification, c'est que des corrélations, bien sûr, mais pas les lines. Et donc, si je reviens à ce que je vous avais dit plus tôt dans le cours de ces fameux crab finger proteins qui ramènent cette modification H3K9-triméthyle, je voulais vous montrer une étude qui a été faite, encore par Didier Troneau, où ils ont regardé les séquelles de la déplétion de CAP1, de TRIM28, dans le cerveau et l'impact éventuellement sur le comportement. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, ce qui était déjà connu, c'est que si pourquoi ils ont fait ça dans le cerveau de l'adulte, c'est en fait parce que si on délète TRIM28 au cours du développement, c'est létal. Donc on ne peut pas déléter cette protéine de manière constitutive. Mais si on la délète dans les cellules post-mitotiques, donc qui ne se divisent pas dans la plupart des cas, là, il a été rapporté qu'effectivement, il y a plusieurs types de comportements qui sont vus. Il y a des comportements, donc là, c'est plusieurs tests différents qu'ils ont faits, d'exploration, d'apprentissage, de mémoire. Et donc, effectivement, l'absence de CAP1 TRIM28 qui est responsable d'H3K9 triméthyle semble avoir un impact sur le comportement de ces animaux et dérégule non seulement les éléments transposables, mais aussi les gènes à côté. Donc effectivement, là, on commence à voir les liens entre ces facteurs qui sont là spécifiquement pour réprimer les éléments transposables et peuvent impacter les gènes autour, et la réactivation en absence de cette machinerie répressive qui conduit à des événements de comportement.
qui sont liées qui sont semblables à ce qu'on voit après le stress. Donc là, c'est en fait juste pour vous montrer qu'ils ont regardé l'expression des gènes et il y a une différence très importante dans l'expression de certains gènes quand ils ont fait cette expérience-là de délétion de Cap1'28 dans les neurones postmitotiques. Donc voilà, pour résumer, cet aspect avec le lien avec le stress, alors c'est Barbara McClintock encore une fois qui avait proposé déjà il y a très longtemps que peut-être l'activation des éléments transposables en situation de stress pouvait arriver. Elle avait même, elle pense, grâce à ça, découvert la mobilisation des éléments transposables chez le maïs. Et elle pensait que ça pouvait être utile, effectivement, avoir une utilité adaptive. Donc, bien sûr, ça peut avoir des effets néfastes, mais ça peut aussi avoir des effets utiles. Alors, chez les mammifères ou chez les animaux, c'est difficile de savoir exactement quelle est l'importance ou le rôle éventuel de ce type de réactivation. En tout cas, il est proposé dans la littérature que des marques épigénétiques pourraient être réellement des marques de la mémoire de stress, dans des phénomènes de stress post-traumatique, etc. Donc, il y a beaucoup d'études qui tentent à faire des liens. Alors, il y a quelques années, j'aurais été très, très sceptique. Maintenant, avec les études qui sont faites de manière très contrôlée, on commence vraiment à se poser la question, effectivement. Est-ce qu'il y a un remaniement des marques épigénétiques dues au stress qui peuvent en fait être gardées parce qu'ils sont sensibles à l'environnement, comme on vient de le voir. Ils sont suffisamment stables pour peut-être maintenir un effet pendant un certain temps. Et peut-être avoir un effet d'adaptation, pas forcément pour le mieux, mais qui fait qu'à un stress plus tardif, on peut retrouver une absence de réactivité. Donc, comme dans le cas de H3K9 que je vous avais montré après le stress chez les rats. Donc, ce type de marque épigénétique peut partir et peut-être cette mémoire aussi peut disparaître. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, peut-être il y a des liens, et ces liens passent via les éléments transposables ou leur hélique. Tout ça, c'est vraiment encore, je pense, c'est très tôt pour être définitif, et je pense qu'il faut être très très prudent dans les conclusions qui sont définies, qui sont prises. Mais en tout cas, c'est clair que les changements de régulation épigénétique des éléments transposables en réponse au stress peuvent avoir un impact sur l'expression génique. Et ce qui est important de retenir, c'est aussi que différents types de stress ont différents impacts. Donc, quand on parle de stress, chacun a son propre interprétation. Alors, il y a le stress thermique, le heat shock, qui, lui, quand on induit un heat shock, en fait, on voit une augmentation dans l'expression des lines et des signs. Alors que ce que je vous avais montré tout à l'heure, le stress aigu de contrainte peut avoir un effet totalement opposé où on réprime l'expression de ces éléments. Donc, en fonction du stress, on peut avoir des effets différents, bien sûr. Et j'espère que je vous ai convaincu que ces facteurs Krabs-Finger liés avec la machinerie épigénétique qui jouent un rôle absolument clé dans le contrôle de ces éléments transposables et qui peuvent effectivement influencer les gènes à côté. Et là, je n'en ai pas parlé, mais je mentionnais le fait qu'effectivement, comme pour le récepteur glucocorticoïde, les récepteurs stéroïdes peuvent être en fait un élément clé dans la régulation des éléments transposables. Et donc, il y a beaucoup d'études qui essaient de voir si effectivement il y a des différences, par exemple, entre les sexes qui pourraient être expliquées par ce type de réponse via les éléments transposables. Donc, je veux terminer le cours juste en parlant un peu de ces changements stress ou autres qui peuvent influencer la régulation des éléments transposables. Donc, très rapidement, il y a une étude assez récente qui a montré qu'il y a un lien entre la régulation épigénétique des éléments transposables, les lines en particulier, et le vieillissement. Donc, il y a une protéine CIRT6 qui en fait a été montrée comme étant capable de se lier à la région 5' des lines. Le knockout de CIRT6 chez la souris fait qu'il y a un vieillissement prématuré, accéléré, avec une instabilité génomique et d'autres
types de symptômes qui sont liés à vieillissement et avec une vie beaucoup plus courte. Et donc, en fait, les chercheurs ont récemment montré qu'effectivement, CERT6 régule les lines et qu'avec l'âge, CERT6 part des lines. Et donc, CERT6 qui est présent sur les lines est capable de ribosyler TRIM28-CAP1 et cette modification pourrait avoir un rôle de recrutement de HP1. Donc, je vous avais dit tout à l'heure que TRIM28-CAP1 rapporte H3K9 triméthyl ou la méthyltransférase et HP1-alpha qui est la protéine qui est importante pour stabiliser l'état répressif. Et donc CERT6 semble être capable d'influencer la capacité de TRIM28 de recruter HP1-alpha, soit directement, soit indirectement. Et donc avec l'âge, on voit qu'il y a un relâchement de CERT6 qui va ailleurs dans le génome, peut-être parce qu'il y a d'autres régions du génome qui doivent être gérées par CERT6. Du coup, CERT6 est déplété au niveau des lines et on voit une expression, une activation plus importante des lines avec le vieillissement. Donc on commence à avoir quelques idées sur les mécanismes moléculaires qui permettent ces éléments d'être plus actifs avec l'âge. Donc là, je ne vais pas vous montrer, en fait, je viens de vous expliquer, c'est un schéma d'une cellule jeune et une cellule vieille où effectivement le line est bien réprimé, mais avec CERT6 qui va ailleurs, il est relâché et donc réexprimé. Donc pourquoi au cours de l'âge les facteurs chromatiniens changent? Ça c'est quelque chose qui est encore assez mystérieux. On sait qu'effectivement la chromatine change avec l'âge. Et il y a certaines régions du génome qui peuvent acquérir des marques épigénétiques aberrantes, donc soit au niveau des histones, les variants d'histones qui sont présents, soit au niveau des modifications des histones. Et donc, comme je l'ai dit, il y a plusieurs types d'influences sur les éléments transposables et on voit le même type d'influence qui peut être impliqué dans la vitesse de changement de la chromatine et la vitesse du vieillissement. Et donc, en fait, les chercheurs commencent à réaliser que ces changements épigénétiques qu'on voit avec l'âge pourraient même influencer le processus de vieillissement, comme dans le cas de CERT6 que je viens de vous montrer. Alors, pourquoi? L'idée, c'est qu'il y a même une hypothèse que c'est l'acte de mobilisation des transposants qui fait que le vieillissement est accéléré. Donc avec l'âge, si les facteurs comme CERT6 se redistribuent ailleurs et il y a un relâchement de la chromatine qui permet les éléments transposables d'être plus actifs, en fait, il est proposé que peut-être les éléments transposables et leurs transposases et les protéines qu'elles produisent et les ARN pourraient générer une dérégulation structurelle du génome et de l'expression qui contribue au vieillissement. Et alors ça, c'est des hypothèses encore, mais avec de plus en plus de bases moléculaires qui semblent montrer qu'effectivement, les facteurs qui sont impliqués dans le vieillissement sont aussi impliqués dans la réactivation des éléments transposables et la mobilisation. Donc pour revenir tout au début de mon cours de cette année, j'ai parlé des jumeaux. Et j'avais déjà montré qu'effectivement, les jumeaux identiques à 3 ans ou à 50 ans montrent des différences. Ici, il s'agit, on pensait, des modifications épigénétiques. Là, on regarde la distribution de l'ADN méthylé. On voit qu'effectivement, les profils entre les jumeaux identiques sur un chromosome en particulier, à chaque fois, sont très, très semblables. Alors, quand on regarde à l'âge de 50 ans, on voit que c'est beaucoup plus différent. Et donc là, de manière plus schématique, je vous montre de quoi il s'agit. Effectivement, tôt au cours de la vie, probablement, tout est relativement bien mis en place. Les régions répétées qui doivent être bien réprimées, les gènes qui doivent être inactifs, les gènes qui doivent être actifs, la méthylation est là où il faut. Et avec l'âge, avec le vieillissement, on voit que les profils de méthylation commencent à bouger beaucoup dans les séquences répétées, comme les lines, et aussi dans les gènes autour. Donc effectivement, il y a progressivement cet relâchement épigénétique qu'on peut trouver. Alors, est-ce que c'est réellement un relâchement ou juste un peu une évolution des marques épigénétiques avec le temps?
comme je l'ai dit dans la diapo précédente, on se demande si effectivement ces mouvements épigénétiques pourraient contribuer justement à la remobilisation ou l'expression aberrante des éléments transposables. Donc même si les jumelles jeunes et les jumelles moins jeunes restent quand même très semblables physiquement, intérieurement, peut-être, elles sont quand même assez différentes, même au niveau de leur génome et pas juste au niveau de leur épigénome. Et c'est là où, en fait, je voulais amener la discussion, c'est qu'en fait, pour vraiment comprendre l'impact des éléments transposables, les changements épigénétiques et les mélanges des deux qui peuvent changer avec l'âge, il faut vraiment étudier, si on travaille chez l'humain, les jumeaux, parce que là, on commence avec deux génomes qui sont quasiment identiques, et puis on pourrait suivre avec le temps, peut-être, les divergences qui peuvent arriver, qui peuvent être soit de l'ordre génomique, soit de l'ordre épigénomique, soit de l'ordre génomique et donc épigénomique. D'accord ? Et donc tout ça pour dire qu'effectivement, au début de notre vie, on a un génome et plusieurs épigénomes, et à la fin de notre vie, on a plusieurs génomes et encore plus d'épigénomes. Alors voilà, je voulais terminer sur les manières que ces changements peuvent avoir lieu, parce que ça me prépare un peu pour le cours de la semaine prochaine. Donc on a parlé un peu de CERT6, et je voulais quand même souligner que différents types de stress peuvent induire des changements chromatiniens et donc du coup les changements d'activité des transposants. Et on commence à savoir de plus en plus quels sont les types de métabolites qui peuvent avoir un impact. Donc je vous avais parlé tout à l'heure de la méthylation de l'ADN, les éléments transposables qui sont méthylés, et quand on nourrit une souris gestante avec plus ou moins de SAM, qui est important pour justement les DNA-méthyltransférases qui vont méthyler l'ADN, ou les histone-méthyltransférases qui vont mettre la méthylation sur les histones, là, on peut influencer la capacité de ces enzymes d'aller marquer différentes parties du génome. Donc, on peut générer une diversité déjà au cours du développement, influencée par les métabolites. Mais aussi avec l'âge, on sait qu'il y a de plus en plus de variabilité au niveau du métabolisme, qui est très important pour la mise en place et l'effacement des modifications. Et je vais, peut-être pas l'année prochaine, mais une année de mes cours va être dédiée au métabolisme et l'impact du métabolisme sur les changements épigénétiques, parce que c'est vraiment au cœur, je pense, du sujet. L'épigénétique, ces différents états, est vraiment influencé par le métabolisme. Donc voilà, c'est pour expliquer effectivement les changements de concentration des métabolites dans les cellules peuvent avoir un impact sur la régulation de la chromatine et l'état transcriptionnel. Donc la grande question, c'est à quel point les éléments transposables, leur expression et ou leur mobilisation sont influencés via les phénomènes épigénétiques grâce à ça. Et là, pour vraiment attaquer la question, et c'est ça que les chercheurs sont en train de faire, enfin en tout cas je l'espère, pas moi mais d'autres, c'est d'utiliser des modèles qui sont vraiment bien définis génétiquement qui permet justement de distinguer entre les changements génétiques, épigénétiques, etc., pour suivre effectivement comment le corps ou le tissu ou la cellule réagit à une exposition à des métabolites qui sont potentiellement toxiques épigénétiquement, comme le glucose. Donc en fait, c'est des choses qui doivent être faites, qui peuvent être faites maintenant en suivant de manière très précise. Par exemple, dans les systèmes modèles comme la drosophile ou même chez la souris, quel est l'impact du changement métabolique sur l'expression génique et l'activité des éléments transposables. Et puis aussi, il y a le stress oxydatif. Donc ça, je l'ai déjà décrit l'année dernière dans mes cours, qu'effectivement, en fonction de l'oxygène réactif qui est présent dans un tissu, on peut avoir des changements massifs, et dans le cas d'inflammation en particulier, dans l'épigénome. Et on comprend
toujours pas exactement comment tout ça se passe, mais en tout cas, il y a un redéploiement des facteurs épigénétiques dans différentes parties du génome. Et ça, c'est très important dans le cancer. On réalise qu'effectivement, il y a des régions qui sont stablement inactives, qui deviennent réactivées, ou vice-versa, qui étaient actifs et sont inactivés, et qui deviennent inactivés de manière extrêmement stable. Et donc, une des questions pour moi, en tout cas, c'est à quel point ce type de stress oxydatif en fait, vise les éléments transposables. Et je pense que, moi je parie que ça sera là où vraiment le déploiement de la machinerie épigénétique après ce type de stress est vraiment très présent. Et bien sûr, ensuite, ça influence l'expression génique à côté. Donc voilà, je vais, parce que c'est la fin du cours, je termine. Le dernier type de stress, c'est le stress réplicatif. Donc avec l'âge et avec la réplication, la duplication des cellules, on peut induire des erreurs, et les erreurs de tout type. Et donc ce type d'erreur de stress réplicatif peut effectivement avoir un impact sur l'activité des éléments transposables. Et ça, c'est quelque chose qui est maintenant très étudié par rapport à par exemple, les enzymes qui vont déméthyler l'ADN ou qui sont proposées comme étant des déméthylases. On réalise que très souvent, on les retrouve justement à côté des gènes ou des éléments transposables dans des situations de stress réplicatif. Donc à quel point finalement ces moments de stress sont des fenêtres de temps où on peut réactiver l'expression des gènes ou des éléments transposables. Bien sûr, dans un cas des cellules qui ne se répliquent pas, où il n'y a pas de réplication comme les neurones, c'est pas comme ça que ça se passe, mais en tout cas dans une situation de cellules qui est capable quand même de rentrer en mitose, on peut facilement voir comment ça peut induire une situation carcinogène. Donc voilà, je termine avec le cancer, que je n'avais pas le temps d'élaborer, juste pour vous montrer qu'effectivement, on revient sur ces éléments contrôleurs. Ça, c'est différents types d'éléments contrôleurs qu'on peut trouver dans le génome, à côté des gènes qui, dans une situation normale, n'ont pas de rôle, sont réprimés, ne vont pas influencer, pas forcément influencer les gènes autour. Donc les gènes sont exprimés de manière très tissu spécifique dans le cerveau, dans les cellules myéloïdes. Et alors, et que au cours du développement, ces gènes-là vont être éteints, pas forcément influencés par les éléments transposables autour ou peut-être par les reliques. Mais en tout cas, ce qu'on voit dans le cancer, c'est qu'on peut réveiller ces éléments transposables qui étaient bien inactivés et ça peut conduire donc à une expression aberrante des gènes ou à la production de transcrits aberrants. Donc c'est de cette onco-exaptation dont j'ai parlé tout à l'heure que je vais mentionner la semaine prochaine. Donc là, je vous montre différents types de tumeurs qui sont associées avec la présence des éléments line ou autres dans des gènes clés ou à côté des gènes clés. Donc on pense qu'effectivement, ce type de réactivation aberrant des éléments transposables ou même leur répression peut influencer de manière très importante l'activité normale des suppresseurs de tumeurs ou des oncogènes et donc conduire à la tumorigénèse. Donc voilà, je vais terminer en vous annonçant le cours prochain qui sera pas un lundi mais un mercredi. Alors on était obligé de faire ça parce qu'en fait je voulais inviter le professeur Rob Martinson qui va vous parler donc de l'épigénétique et les éléments transposables. C'était un collègue de Barbara McClintock et il va vous parler justement de cette plante dont je vous avais parlé tout à l'heure et du bad karma, donc une épiallèle qui a un impact très important, et de la reprogrammation des éléments transposables au cours du développement chez les plantes. Et avant ça, mon cours, qui sera toujours... Pardon, c'est à 16h, pas 16h30, je me suis trompée. C'est à 16h, le cours est toujours à 16h, je ne sais pas pourquoi. Le séminaire à 17h30 après le cours, mais le cours est à 16h. Et là, je vais vous parler de la contribution des éléments transposables, leur rôle, leur contrôle épigénétique à l'évolution. Alors,
j'ai dit que je vais parler du cancer. Justement, les tumeurs sont une sorte de mini-évolution qui se passe. Et donc, j'espère que je vais pouvoir vous parler un tout petit peu effectivement de ce qui se passe au cours de la carcinogénèse, mais aussi de manière plus grande dans la nature, de l'importance de ces éléments transposables au cours de l'évolution. Donc, je vous remercie pour votre attention.